C'est pas pour failloter auprès de mon patron moustachu, mais je mesure depuis 1 mois et demi l'immense chance d'être salarié en CDI. Mon salaire m'a été versé à 100% au mois de mars. Il devrait l'être aussi à la fin de ce mois d'avril. Pareil fin mai et ainsi de suite. Ma mission peut être effectuée en télétravail. C'est pas idéal, mais c'est possible. Ce n'est pas le cas de tous et de toutes, loin de là. Les restaurants, les entreprises de BTP, les artisans, les professions libérales, eux ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'impossibilité de travailler. Comment peuvent-ils s'en sortir? Les aides de l'État sont-elles suffisantes? Pour en discuter autour de la table virtuelle d'Alair Libre, Antoine Barré-Foncel, bonjour. Bonjour Valentine. Antoine, vous êtes directeur du restaurant La Menuiserie à Dijon. Sarah Lemaître, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une entreprise d'électricité générale avec votre mari dans le Vaucluse. Quentin Millet, bonjour. Bonjour. Bonjour Valentine. On vous a entendu, il y a du décalage, pas de souci. Bonjour Quentin, vous êtes ostéopathe en Isère. D'abord, chacun votre tour et je vais vous donner la parole. Pouvez-vous nous dire si votre activité est totalement à l'arrêt, si vous continuez un peu et dans quelles conditions? On commence par vous, Antoine. Vous vous trouvez dans votre restaurant et je vois donc que les chaises sont sur les tables. Je suis même là, à titre anecdotique, on vient avec mon associé à peu près une fois par jour, quelques minutes pour faire le relevé du dernier congélateur encore ouvert, qui nous a permis de sauver quelques denrées. Mais sinon, nous, on bosse qu'en flux tendu avec des produits frais, donc on n'a pas de perte de denrées. L'activité est 100% à l'arrêt. Tous nos salariés sont au chômage partiel. Moi, je tiens à préciser que je me sens quand même serveur avant tout, bien qu'étant co-gérant et directeur de cette entreprise. Et les difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui, elles sont énormes, mais on reste optimiste pour l'avenir. Bon, optimiste, je le note. Et vous, Sarah, de votre côté, comment ça se passe ? Alors nous, de notre côté, on a été les 3 premières semaines complètement à l'arrêt. Pour notre part, on travaille principalement en B2B ou avec les administrations, pas forcément avec les particuliers. On n'est pas du tout dans le dépannage, on est plutôt dans le tertiaire, les constructions. Et là, les chantiers repartent, mais alors extrêmement au ralenti. C'est des finitions, en fait, mais c'est pas du tout ce qui permettra à l'entreprise de vivre. Hein, c'est pas ça qui assurera sa pérennité. D'accord. Et vous, Quentin, vous avez décidé, sans que cela vous soit imposé administrativement, d'arrêter vos soins. Je rappelle que vous êtes ostéopathe. Pourquoi ? C'est ça, comme beaucoup de professions libérales, on n'a pas eu de fermeture administrative, mais les conditions qui nous étaient imposées pour potentiellement prendre en charge des patients, c'est-à-dire des masques, toutes ces choses-là, nous, on n'avait pas accès, nous les ostéopathes, parce qu'on n'est pas professionnels de santé et on ne prend pas en charge les urgences vitales. Donc, grosso modo, la seule chose qu'on avait à faire déjà par déontologie, c'était de fermer chez nous pour justement participer à l'élan national de confinement. Donc, pas d'activité de votre côté. Alors, je voudrais qu'on écoute Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, au début de la crise, il y a presque 1 mois. Muriel Pénicaud, elle serait pas contente, en fait, de voir que vous ne travaillez pas du tout. Mais les entreprises qui jouent pas le jeu, qui se disent finalement l'État paiera et nous, ça nous regarde pas, eh bien, c'est pas du civisme. Et donc, moi, je demande aux entreprises aujourd'hui qui ne l'ont pas fait de réunir leurs syndicats, de réunir leurs salariés, de discuter les conditions de protection, de comment on va travailler, peut-être au ralenti, peut-être en travail alterné, certainement différemment, avec des conditions de protection. Ça sera pas comme d'habitude. Mais entre ça et tout arrêter, je pense que là, il y a un devoir de solidarité et d'engagement, y compris des entreprises. Alors, depuis, le ton a un peu changé, mais cette déclaration, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle vous met en colère, Sarah, par exemple, et qu'est-ce qu'elle signifie, cette déclaration ? Déjà, on constate qu'il parle quand même beaucoup des grosses entreprises. Il parle de télétravail, il parle de scène. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les entreprises, elles sont quand même constituées en majorité de petites entreprises, que ce soit les auto-entrepreneurs, que ce soit les personnels libéraux, que ce soit des TPE. Les grosses entreprises, elles ne sont pas majoritaires en France. Hein, c'est les petites entreprises qui font quand même marcher l'économie. Là, vous n'avez pas mis tout tout ce qu'elle avait dit dans sa globalité, mais elle parlait aussi, par exemple, pour ceux qui sont dans le BTP, d'avoir à employer. Faut-il déjà avoir la possibilité de fournir un véhicule par employé ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, à nos clients, on va
compter 2 déplacements. C'est pas possible. Je parle évidemment de l'aspect financier, on va dire, parce que si on parle sur l'aspect sécurité, même si le bâtiment est une grosse chaîne sur le marché économique, on est toujours laissé pour compte. Donc sur le plan de sécurité, les masques, c'est même pas la peine, les gels, c'est même pas la peine. Là, on a un fournisseur, en fait, une coopérative avec qui on travaille, qui commence à recevoir des gels. Mais on va pouvoir donc en avoir un peu, mais ça ne veut pas dire qu'on aura les masques, ça ne veut pas dire qu'on aura les gants. Ça veut dire que les équipes, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans le bâtiment, toute la chaîne logistique, on est tous liés les uns aux autres. Donc, si le plaquiste ne travaille pas, l'électricien ne pourra pas intervenir. Et ainsi de suite. Et si on se croise sur les chantiers, ça veut dire qu'il ne faut pas des distances de sécurité. En fait, possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai envie, là, à un moment donné, franchement, de venir sur le terrain. Je les invite à venir sur le terrain et à voir en fait les choses qui sont possibles, parce que c'est très sympa dans les beaux discours, mais dans la pratique, c'est pas possible ce qui se passe. Vraiment, c'est pas possible. Nous, on fait partie de la CAPEB, qui est quand même un des syndicats qui représente et qui essaye au mieux de défendre au niveau gouvernemental le BTP, mais voilà, on se bat contre un mur, contre des oreilles. Les gens, ils sont complètement fermés, quoi. Voilà, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'ils sont complètement fermés. Et ça touche tous les secteurs du BTP, même si je défends notre cause aujourd'hui. Bien sûr. Alors justement, Quentin, vous qui êtes ostéopathe, vous avez donc suspendu totalement votre activité. Antoine, je vous pose la question aussi parce que vous aussi, vous êtes totalement à l'arrêt. Elle a donc un coût très fort pour vous, cette suspension d'activité, un coût sonnant et trébuchant, mais aussi peut-être pour la survie ensuite de votre activité. Est-ce que vous trouvez que les aides de l'État sont suffisantes ? Là, je vais parler en tant qu'ostéopathe, mais aussi, je pense, la parole de beaucoup de professionnels de santé, profession libérale. Le souci, c'est que nous, comme quand on prend des vacances, c'est pas le plaisir, c'est des congés sans solde qu'on prend. Donc, ça veut dire que si je prends mon cas personnel, le premier mois de confinement qui vient de passer, j'ai 0 qui rentre dans les caisses, comme pour beaucoup d'autres indépendants. Sauf que derrière, on a des charges qui sont quand même à payer, même si elles sont par la suite décalées. Ils nous font un report de charges, mais on les devra quand même 0 qui rentrent dans les caisses. Donc, les aides, c'est bien, mais on sait qu'elles vont partir en grande partie pour finalement payer l'URSSAF et nos caisses. Sachant qu'en plus, on l'a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, par déontologie. Je sais qu'il y a certains, les médecins libéraux, ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut continuer à soigner les gens pour des urgences. Il y a certains kinés justement des soins d'urgence parce que eux, ils ont des soins d'urgence. Nous, en ostéopathie, il n'y a aucun soin qui est urgent, donc on n'a aucune raison de rester ouvert et surtout, on n'a pas le matériel qui permettrait de le faire. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve ça très gentil que Madame Pénicaud nous dise qu'elle veuille que toutes les professions ne le peuvent pas. Et beaucoup de professions libérales, je parle même au nom presque de toutes les thérapies manuelles, nous, à partir du moment où on touche les gens, on n'a aucun moyen de pouvoir travailler, non soit pour nous, mais surtout pour les patients. Antoine ? Alors, nous, il y a 2 situations. Il y a celle de François, qui est mon associé, et moi qui sommes tous les deux co-gérants associés. On est dans la même situation que Quentin, c'est-à-dire que nous, les salaires qu'on se verse tous les mois, ils ne sont pas pris en charge par le chômage partiel. Et donc ça, c'est une perte sèche, c'est de l'argent qu'on se verse quand même, et on estime, moi j'ai fait les calculs, à 3 000 € par semaine la perte sèche, sachant que la majeure partie de cette perte est le loyer qu'on nous a autorisé tant bien que mal à reporter, mais il a fallu montrer, ça a été vraiment honteux la façon, ça me révolte au même titre que les paroles de Muriel Pénicaud, qui ne se rend absolument pas compte de ce que c'est d'obliger les gens à aller travailler. Disons que voilà, le sentiment il est partagé. J'ai envie que les choses, je sais qu'on mettra plusieurs années en faisant un emprunt à éponger ces pertes. Je pense qu'on y arrivera. Je suis déçu parce que c'est les salaires de tout le monde qui pourront
probablement pas être augmenté, des investissements qu'on voulait faire, sachant qu'on est une toute petite entreprise et qu'on a des valeurs sociales, on se réveille pas le matin pour faire de l'argent. Et à côté de ça, c'est quel modèle on reconstruit. C'est-à-dire que des aides, c'est bien. On a réfléchi à des solutions pour essayer de limiter la casse, mais quelles sont-elles et à quel risque on s'expose en tant que restaurateur? Nous, on avait une toute petite partie de notre offre qui était de la vente à emporter. On avait des box, des boîtes consignées en verre. Et ça représentait une petite part de notre activité. On a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas ça ?» En fait, si on veut respecter les règles sanitaires et ce confinement pour la sécurité et la santé de tous, tout ce qui est à mettre en place devient complètement pharaonique pour un gain, ou plutôt pour limiter une casse qui finalement, en faisant un emprunt bancaire à taux zéro aidé par la région sur plusieurs années, sera épongeable. Donc nous, on a estimé que par exemple la vente à emporter, les risques que ça représentait d'un point de vue sanitaire et de mise en branle des fournisseurs locaux avec qui on bosse, qui en plus eux en ce moment sont débordés, ont des problèmes logistiques parce que les maraîchers ils ont et les éleveurs il faut qu'ils continuent à nourrir la population, nous les premiers. Et je pense qu'il est plus important aujourd'hui de nourrir la population que de venir permettre à des entreprises comme la nôtre de gagner 3 sous. Attention, ça ne regarde. Je pense que c'est pas une position qui peut être généralisée. En tout cas, c'est c'est celle qu'on a analysée nous. Et puis il y avait aussi les plateformes de financement participatif. Nous, on en avait fait un à l'ouverture. Ça nous avait permis de démarrer correctement avec de la trésorerie et puis de faire une communication. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart de ces initiatives-là, qui peuvent paraître louables, et permettront à des confrères de lever des fonds en amont. Elles sont soutenues par des industriels de l'agroalimentaire avec qui on partage pas les valeurs, on se reconnaît pas dans ces gens-là, et c'est eux qui nous ont mis indirectement dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Si on n'avait pas détruit les écosystèmes, si on n'avait pas détruit les services publics par un ultralibéralisme absolument sans limite, peut-être qu'on vivrait cette crise sanitaire différemment et moins durement. Donc, voilà, on a… Oui. Et justement, vous dites que vous avez contracté un emprunt à taux zéro, etc. Là, vous êtes dans le cas précis de la restauration qui ne va pas se déconfiner dès le 12 mai, le lendemain du 11 mai, sans doute bien après. Les restaurants ne vont pas rouvrir après le 11 mai. Vous pouvez tenir combien de temps ? Alors, on a estimé que là, je pourrais faire les avances, parce qu'il y a 2 choses. Il y a les avances de trésorerie que nous devons faire, par exemple, pour payer les loyers de tout le monde, et ces avances, elles doivent se faire avant de recevoir les indemnités de chômage partiel, par exemple. Et donc, elle est là, toute la difficulté, c'est que moi, je garde de la trésorerie, j'ai pas payé l'URSSAF, j'ai pas payé, par exemple, les 4 000 € d'URSSAF du mois de février, des salaires de février, pour pouvoir provisionner un petit peu plus, pour pouvoir avancer les salaires, laisser le temps à notre gestionnaire de paye, notre cabinet comptable, de faire les feuilles de paye pour que moi, derrière, je puisse faire les demandes d'indemnisation de chômage partiel qui devraient arriver. C'est ce que j'ai fait ce matin, pour être précis, parce que tout prend pas mal de temps, et en espérant que ça arrive d'ici la fin du mois. Je vais pouvoir faire les avances de salaire ce mois-ci, et j'espère donc pouvoir le faire fin mai. Mais en tout cas, on ne paye plus notre loyer, on ne paye plus l'URSSAF. Je n'ai versé d'argent uniquement à nos fournisseurs, et voilà, parce que c'est des producteurs locaux, des gens comme nous, que des indépendants avec qui on travaille, et ça me semblait important de leur permettre de vivre. Et là, on est déjà en négatif,
en fait, en réalité, hein, et la trésorerie sera à zéro. Je l'espère pas avant mi-mai, parce que on n'a pas encore contracté le prêt. Là, on attend aussi le montant qu'il va falloir qu'on emprunte. Est-ce que c'est 20 000? Est-ce que c'est 30 000? Est-ce que c'est 50 000? En fonction des aides qui sont annoncées par l'État. Voilà. Alors justement, sur les aides, l'État a mis en place un fonds de solidarité, 1 500 € pour les indépendants, les artisans. Ça n'a pas été simple ni très clair. Et donc, il y a 2 jours, Bruno Le Maire a précisé les choses. On l'écoute et on en parle. Le forfait mensuel de 1 500 € augmenté. Tout à l'heure, j'avais un auditeur d'RMC qui me disait « Mais moi, j'ai créé mon entreprise au mois de janvier. Je n'ai pas droit à ce forfait. Mon entreprise est morte aujourd'hui. » Eh bien, il y aura droit parce que nous allons modifier ce fonds de solidarité. Comme on l'a mis en place en urgence, on voit bien que, d'abord, il a rencontré, je le redis, un grand succès, 900 000 entreprises qui s'y sont inscrites. Et là aussi, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Bon, j'ai eu ces 1 500 €, c'est pas le Pérou, mais enfin, au moins, j'ai de quoi vivre. » On va le compléter pour tenir compte de toutes les critiques qui ont été faites à ce fonds de solidarité pour l'améliorer. D'abord, il y a un premier étage à 1 500 €, celui-là va être maintenu. Mais il y a un deuxième étage qui est financé notamment par les régions, qui lui était plafonné à 2 000 €, qui était réservé pour des entreprises de 5, 6, 7 salariés qui avaient besoin de plus de 1 500 € et qui, si elles ne touchaient pas davantage, pourraient être menacées de faillite. Ce deuxième étage, il va être porté de 2 000 à 5 000 €. Voilà, ces aides, elles ont été précisées, elles sont censées toucher plus d'entrepreneurs. Quentin, puis Sarah, est-ce que ça vous convainc? J'ai envie de dire, j'espère que ce ne sera pas un effet d'annonce comme on a presque eu il y a un mois avec la première aide d'État de 1 500 €, où les conditions pour aller toucher une fermeture administrative, ce qui touchait quasiment personne, ou alors au tout début avoir une perte de 70% du chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Autant dire que ça touchait encore personne, parce qu'en ayant fermé au 15 voire 16 mars 2020, on avait déjà fait 50% du mois. Donc c'est impossible de faire 70% de perte en ayant déjà fait 50% du mois. Donc en faisant pression, nous, les professions libérales, par l'UNAPL principalement, qui se sont groupées, ça a réussi à être en démarchant aussi pas mal les députés et les sénateurs de toutes les régions et départements. C'était ce qui a permis d'ouvrir l'aide à beaucoup plus de monde. Pardon, je vous interromps, mais c'est ce que dit l'extrait. Hein. La moyenne va être faite sur 12 mois. Oui. Donc, ça fait quand même une petite différence. Mais est-ce que, malgré tout, c'est suffisant? Est-ce que 1 500 €, c'est le bon chiffre? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va se dire que 1 500 €, ce sera 1 500 € qui rentreront dans les poches, sauf que deux collègues qui sont là aussi savent très bien que les 1 500 € vont servir principalement déjà à remplir les caisses professionnelles pour pouvoir payer toutes les charges qu'on aura à payer, parce qu'il faut quand même qu'on garde un peu pour quand on va rouvrir et qu'il faudra de nouveau payer les charges qui ont été reportées, mais on n'a pas été exonéré de toutes les charges URSSAF et des différentes caisses auxquelles on cotise. Donc, une grande partie de ces 1 500 € vont servir justement à payer tout ce qu'il va falloir qu'on rattrape plus tard. Et c'est pas ça qui va nous rentrer dans les poches pour pouvoir vivre au quotidien. Celui qui est tout seul, qui a un loyer à payer, ça va être compliqué pour lui de réussir à vivre avec seulement 1 500 €. Antoine, une réaction, et puis on terminera avec Sarah. Justement, je pensais à Sarah, les 1 500 €, en plus, ils concernent l'entreprise. Quand on est seul, on va dire, gérant, donc que ça soit assimilé salarié, ou en tout cas ne pouvant pas bénéficier du chômage partiel, moi, si je gagnais 1 500 € net par mois, ça serait le Pérou. Mais en revanche, là, déjà, on est deux. Donc, ça représente 1 500 € pour 2 personnes. Et comme dit Quentin, évidemment, si c'était du salaire, ça serait bien. Mais en réalité, c'est une aide qui sert à payer tout. Et moi, je suis surtout révolté par le manque de compassion, par exemple, qu'il peut y avoir du côté des agences immobilières qui, sous couvert
de responsabilité financière, de créanciers à devoir payer, sont complètement déconnectés des réalités auxquelles on doit faire face et de l'argent qu'on leur permet de faire fructifier. Parce qu'en réalité, c'est le fruit de notre travail, nous, tous les jours, et ceux des travailleurs du quotidien qui permettent de faire fructifier les investissements immobiliers. Sarah, et on termine. Alors moi, j'aimerais revenir sur quelques petits points concernant l'emprunt déjà. C'est un emprunt où l'État, d'accord, c'est un taux à 0,25%, mais en petite ligne, en fait, c'est un taux à 0,25% pendant 1 an. C'est-à-dire que si à la fin de ces 12 mois, vous n'avez pas fait le remboursement total de l'emprunt qui vous a été donné, en fait, après, vous aurez un taux, la banque nous l'a dit au téléphone, ils ne savent pas. En fait, le montant du taux, il sera aléatoire. Ce sera en fonction du marché économique, en fait, de la valeur économique. Donc, on peut très bien se retrouver à des taux, mais tellement exorbitants qu'au final, l'entreprise, elle se noiera. Première chose. Deuxième chose. Concernant les 1 500 €, nous, en mois de mars, puisqu'en fait, c'est sur le mois de mars, s'il y a de 70% par rapport à l'année 2019, on pouvait bénéficier de ces 1 500 €. Nous, ça a été notre cas, puisqu'en fait, on commençait des chantiers, on n'avait pas encore facturé. Donc, vu que les chantiers dans le bâtiment, d'une année à l'autre, ça n'a rien à voir, et donc le chiffre d'affaires mensuel peut effectivement changer, on a été dans ce cas-là. À ce jour, ces 1 500 € n'ont toujours pas été, sachant que de base, ils devaient être perçus sur le compte personnel de mon mari notamment, parce qu'en fait, nous, on travaille ensemble. Lui, il est gérant assimilé salarié, moi, je suis salariée dans l'entreprise. Et finalement, on a reçu un mail de notre expert comptable comme quoi c'était la société qui allait le percevoir. Donc, 1 500 €, clairement, non, c'est pas assez si c'est la société qui le perçoit. Comme disait Antoine, pardon. Si c'est 1 500 € dans notre poche, c'est super. 1 500 € dans l'entreprise. Nous aussi, aujourd'hui, elle est déjà à découvert. Les frais bancaires ne sont pas, côté là. On va devoir quand même les payer. Les charges sont reportées. Très bien, mais à un moment donné ou à un autre, il va falloir quand même les payer, et il faut le temps que la machine de l'économie se remette en route et qu'on refasse appel aux artisans. Nous, on travaillait beaucoup, enfin de plus en plus avec les administrations, puisqu'on s'est développé dans la pose de bornes de recharge pour les voitures électriques, et les administrations vont être dans l'obligation d'équiper 30% de leur flotte automobile. Donc on a voulu développer ce marché-là. Elles aussi sont touchées. Tout est temps que ça reparte. À un moment donné, on va quand même se retrouver ça va être très long. Encore une fois dans un cercle vicieux. Ça va être très long, où les entreprises, l'État demande aux entreprises et aux ménages en fait de faire des efforts, mais ça fait des années qu'on est en restriction budgétaire. J'ai cru entendre qu'on parlait de récession aujourd'hui, mais à un moment donné, où est l'État-providence? Enfin, franchement, je pense qu'aujourd'hui, moi j'attends aujourd'hui que l'État mette vraiment la main au porte-monnaie. Ils savent trouver des mises quand ils en ont besoin. Aujourd'hui, les Français en ont besoin. Ils font le sacrifice, entre guillemets, pour leur santé, et très bien pour le personnel soignant. Il y a des associations qui se créent pour aider les hôpitaux. C'est très bien, franchement, je les salue. Mais le côté néfaste de ça, et je pense qu'il faut le souligner, comme pour les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, c'est qu'en fait, ces associations substituent l'État. On a bien compris votre message à tous les trois. Je vous remercie d'avoir participé à l'Air Libre. On espère que Bruno Le Maire, entre autres, vous aura entendu. En tout cas, le message, c'est plus d'État-providence. Merci Antoine Barré-Foncel, vous dirigez le restaurant La Menuiserie à Dijon. Plus d'écologie également. Sarah Lemaître. Merci Valentine. Entreprise d'électricité dans le Vaucluse. Quentin Millet, ostéopathe en Isère. Bon courage à tous les trois.